Bonjour à tous, bienvenue dans Café Jeu, le podcast de Rue du Jeu. Aujourd'hui, j'ai à nouveau un invité. Je suis avec Michel Dufrane. Salut Michel. Bonjour Boris, bonjour le voisinage. C'est comme ça qu'on dit, ouais, ça, la méta qui s'est installée, tout à fait. Alors Michel, tu es journaliste, chroniqueur, auteur, un peu plein de choses à la fois. Tu parles beaucoup de littérature, mais aussi de jeux de société. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus en détail ? Alors, je suis intermittent de la gaudriole, puisque en France, on me présenterait comme critique littéraire. En Belgique, on me présente comme chroniqueur littéraire. Comme le dit la blague, c'est la grande différence. En France, on parie sur l'intelligence, et en Belgique, on parie sur la récurrence. Et grand passionné de jeux, puisque je suis une vieille personne. J'ai commencé les jeux de société dans les années 80. Yes. En m'ouvrant aux jeux de société avec des petits jeux faciles comme Diplomatie et Fief. Oui, des jeux courts, rapides, des jeux d'apéro un peu, hein, tout à fait. Voilà, des jeux d'apéro. Donc je réclame toujours à la notion de jeu expert. Ouais. Alors certes, entre-temps, j'ai beaucoup joué, j'ai écrit dans le monde du jeu de rôle, je fais du jeu de rôle, je joue et tout. Et au fil des ans, je suis parvenu à mettre le pied dans la porte et à imposer ou en tout cas à faire accepter à mes rédactions, que ce soit en télé, un peu en radio à une époque, maintenant c'est moins le cas, et dans la presse féminine, donc des lieux où j'ai une activité de critique littéraire, d'avoir régulièrement et de plus en plus régulièrement des espaces consacrés aux jeux de société. Et donc ce qui fait que je suis schizophrène, puisque ça c'est Michel Dufrane qui parle, et beaucoup de gens me croisent sur des réseaux YouTube ou... Ouais, t'es très actif, BGA, hein. Tu commentes beaucoup sur les chaînes, etc. Voilà. Sous mon pseudo qui est Miroslav Dragan, hein, ou bien Miro, parce que j'essaie d'entretenir cette schizophrénie, parce que dans le cadre d'un travail journalistique de chroniqueur, je joue à énormément de jeux qui ne sont pas en fait des jeux pour moi, faits pour moi. Et par contre, tous les jeudis soirs, j'ai ma bande de vieux joueurs, ceux qui jouent à Agricola en allemand, par exemple, et avec lesquels je fais des jeux qui m'intéressent moi en tant que joueur. Et j'essaie de toujours avoir un peu ce regard double. Il y a certes le joueur, le passionné de jeu, mais il y a aussi le journaliste, le critique, le chroniqueur qui ne cesse de faire de la veille et de jouer, d'essayer des jeux dans des configurations différentes, avec des publics qui sont différents et aussi des jeux, comme je disais, qui ne sont pas spécialement designés pour moi. Ouais, avec ce regard critique en plus. Ok, super intéressant. Aujourd'hui, on va parler ensemble, c'est un marronnier hein, dans le monde du jeu, de la sélection de l'As d'Or. Alors, moi, l'année passée, j'avais joué à très peu de jeux de la sélection, donc je suis resté muet sur le sujet. Pourtant, c'était pas les opportunités qui manquaient. Mais cette année, il se trouve que j'ai joué à 10 jeux sur les 12 qui ont été sélectionnés. Donc, pour le coup, j'ai des trucs à dire. Et toi aussi, j'imagine, tu as joué à la plupart des jeux de la sélection avec cette activité. Oui, alors j'ai un peu regardé mes stats. Cette année, j'ai joué, testé, flirté avec 283 jeux. Pas mal. Et par rapport à la sélection de l'As d'Or, il y en a 2 auxquels je n'ai pas joué, les 2 jeux Yellow. Alors pas parce que j'en veux à Yellow, mais parce que comme c'est dans un cadre professionnel, ils n'avaient pas de service de presse, ou ils n'en avaient plus, ou je ne sais pas. Donc j'ai jamais eu accès aux jeux, et puis le temps de les chercher, d'en trouver, je les ai pas trouvés, donc je me suis pas précipité non plus. J'avais assez d'autres jeux à jouer ou à tester. Et il y a un jeu qui est un peu particulier en sélection jeunesse, que je n'ai pas joué directement, mais j'ai observé quelqu'un qui y jouait. Voilà. Mon puzzle aventure, peut-être. Exactement. Bon, voilà, on va commencer par là. La sélection des jeux enfants. Donc, moi, j'ai regardé la vidéo d'un monde de jeux avec Marie Giordana qui était là, qui annonçait qu'il y avait plus de 600 jeux qui étaient potentiellement sélectionnables, et au final on en retient 12, donc on est encore au-delà de tes 283, ça brasse extrêmement large, donc il faut déjà voir que c'est un accomplissement en soi pour les jeux qui sont retenus par le jury, et même si on ne gagne pas le prix à l'arrivée, déjà avoir le petit macaron sélectionné à l'As d'Or, c'est déjà du chemin qui est parcouru pour l'éditeur. Alors dans les jeux de l'année enfant, on a Mon Puzzle Aventure dont tu parlais, qui est
plus un puzzle qu'un jeu, hein, c'est adapté d'une série de bandes dessinées, et moi je l'ai acheté pour ma fille, et c'est pareil, j'ai observé ma fille y jouer, et ça pose un peu question, sa présence là, en fait, ça va avec une certaine tendance aux jeux legacy, aux jeux narratifs, aux jeux avec à scénario, où on entend maintenant que le jeu n'est pas forcément un objet rejouable, en tout cas pas rejouable à l'infini, puisque mon puzzle aventure, vous faites d'abord un puzzle, et puis à l'arrivée, après, une fois que le puzzle est fait, on va dérouler une histoire, on choisit un personnage parmi 3, et on va nous demander de résoudre des petites tâches, et à chaque fois qu'on repère l'objet qui est associé à cette tâche, on range la pièce de puzzle dans la boîte. C'est ça qui est rigolo, c'est que le puzzle se range petit à petit. Mais donc, oui, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est vrai que c'est un objet un peu hybride. Mais j'en ai pensé que ça fonctionne très bien. Je m'inquiète toujours de savoir sur ce genre de produit si les enfants vont y jouer, rejouer encore. Mhm. Et ça me pose aussi la question du puzzle. Et j'avoue que avec la chaîne Twitch TBC, les copains de TBC, Oui. on avait fait des prédictions sur les As d'or. Cette année, étrangement, je pense que j'en avais 9 ou 10 sur les 12. Et j'avais un point d'interrogation sur ce puzzle aventure en disant, mais si on nomme des puzzles, il y a plein de puzzles escape game, il y a plein de puzzles Ouais. narratifs maintenant, c'est une nouvelle tendance. Alors est-ce qu'on marque la tendance puzzle? Est-ce qu'on marque la tendance narrative? Oui, Mais en fait, je alors, pense que ça sert à symboliser aussi une ouverture du monde du jeu, en fait, vers voilà. des objets de plus en plus hybrides, de plus en plus étendus, et moins liés à la définition traditionnelle qu'on a d'un jeu, avec un début, une fin, et on fait plein de parties. Ouais, c'est intéressant. Moi j'ai toujours la question qui me taraude quand j'écris dans Femmes d'aujourd'hui ou que je chronique en télé, euh, c'est est-ce que je peux vraiment le conseiller à ma concierge ou à des gens tout Ouais, venant qui vont tomber dessus euh, parce que aujourd'hui le jeu reste quand même un produit de luxe. tout à fait. Et est-ce que mettre ce prix, le donner à ton gamin et puis il y joue 2 fois, c'est pas contre-productif? Donc voilà, j'ai toujours un peu cette inquiétude. Ouais, Par et contre, en comme même je le disais, temps, j'ai vu un enfant jouer, il ouais. s'est éclaté, hein. Donc Mais oui, et en même temps, moi, ma fille, des puzzles, mais qui ne sont même pas des jeux, qui n'ont même pas des règles en plus, elle va refaire le même puzzle 5, 10 fois et y prendre le même plaisir. Donc voilà, c'est ça aussi, il faut garder en tête que c'est destiné à des enfants, mais effectivement, quand on regarde ça avec un regard d'adulte, on peut être circonspect. Un autre jeu de la sélection, c'est Maurice le Dodo. Ça, pour le coup, j'y ai pas joué, mais je vois bien ce que c'est. C'est un jeu enfant qui, comme souvent, repose avant tout sur le matériel. Donc on a cette espèce d'œuf qui va descendre une espèce de toboggan, et en gros c'est une espèce de pile ou face, quoi, hein. C'est en fonction de quel côté va retomber l'œuf, on va avoir gagné ou perdu. Donc le plaisir repose avant tout dans la manipulation du matériel. Toi, t'y as joué alors, qu'est-ce que t'en penses? oui. Alors ça m'a amusé de le voir dans la sélection parce qu'il y a quelques mois, j'avais l'impression d'être un des seuls à en parler avec Cédric de Golden Meeple. Ouais. Parce que moi, je l'ai testé avec des gamins de 3 ans, on s'est éclaté. Et j'étais nullissime, et eux, ils étaient plus à l'aise que moi, parce qu'évidemment, j'essayais de calculer en me disant, oh, si je mets l'œuf sur l'aile, ça va peut-être le faire, et l'œuf tombait toujours du mauvais côté. Et il y a un petit peu plus que du simple pile ou face, parce Ok. qu'il y a un petit peu de programmation. Et il y a ce moment que je trouve génial chez le gamin, c'est qu'à un moment, on voit l'œil qui s'illumine, et il dit, oui, mais non, on va pas prendre l'œuf bleu, parce que si on le perd, le méchant explorateur, il va avancer trop vite, donc on va plutôt prendre cette... Et on sent des mécanismes qui se mettent en place, où on va plutôt cacher l'œuf dans tel buisson, comme ça on l'a fini, et donc on a un petit bonus. Et je trouve ça génial de voir un jeu expert pour enfants de 3 ans qui commence à apparaître, de la manipulation qui est un plaisir, mais aussi un peu de programmation, un peu de... on va prendre des risques et des trucs comme ça. Et vraiment, pour moi, ce jeu, quand je l'ai découvert, était une surprise. Je l'ai joué avec des enfants de 12 et 16 ans, à Oui. savoir mes fils, et on a quand même rigolé comme des crétins, quoi.
Ok, bah oui, bah des fois il y a Voilà. un plaisir un peu régressif aussi dans le jeu enfant, comme avec la colline au feu follet l'an dernier. Bah Ouais, voilà, exactement. on prend Même juste chose. plaisir à manipuler le matériel, y compris en tant qu'adulte. Et puis il y a ce que tu soulignes, c'est que le jeu enfant peut être une porte d'entrée vers certaines mécaniques qu'on retrouvera ensuite dans le jeu adulte. Et c'est justement un des objectifs, je pense, de Super Miaou, le dernier jeu de la sélection, qui cherche clairement à Tout à faire fait. un deck building pour enfants. Alors j'ai vu pas mal de gens le critiquer. Moi j'en ai fait 4-5 parties avec ma fille et on a plutôt apprécié. Alors certes, la personne qui va gagner, ça repose sur une part de chance. C'est un petit peu comme la fin des artichauts. En fait, pour gagner, vous devez piocher une main gagnante. Donc vous devez avoir une carte chat et une carte cap en même temps. Évidemment, ces cartes, on ne les a pas dans son paquet au début. Donc il va falloir épurer au maximum pour augmenter les probabilités. Il va falloir rendre son deck de plus en plus performant. Et c'est un jeu qui non seulement apprend la mécanique de deck building, effectivement, donc oui, j'ai des pièces, j'achète une nouvelle carte pour autant de pièces, etc. Mais c'est aussi un jeu qui apprend l'épure de deck building. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on peut à son tour acheter une carte, bien sûr, de manière classique, mais on peut aussi choisir de passer son tour pour retirer une carte de son paquet, et donc augmenter les probabilités de piocher une main gagnante. Et ça, mine de rien... c'est assez intéressant, je trouve, de déjà initier à cette mécanique-là, parce que c'est un truc, quand on commence après Dominion ou quoi, qu'on a parfois du mal à saisir. Pourquoi je retirerais des cartes de mon deck? Bah autant commencer dès l'âge de 4, 5, 6 ans. Donc moi, Super Miaou, il m'a convaincu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tout à fait convaincu aussi. Je trouve que le game design est super. Toutes ces petites idées qui permettent la compréhension de la mécanique, à savoir jeter une carte, ça va dans une poubelle, recycler ton deck, ça va dans la machine à laver, Tout à fait, ouais. des Ouais, trucs il y a comme ce ça. truc Ça, comme... ouais. ça passe super. Et l'impression que j'ai, c'est que les critiques, pour l'instant émises sur le jeu, sont des critiques d'adultes Ouais, tout à fait, ouais. qui ont des habitudes de deck building ou de jeu de contrôle, ce genre de choses. Disant, oh là là, il y a trop de hasard. Et les gars, les gamins, enfin, les parties que j'ai fait, les gamins devaient avoir 6 ans, ils s'en foutent. Au contraire, ils vont rejouer et puis ils vont se battre pour avoir la. C'est quoi? C'est les croquettes ou la pâtée pour chat, je ne sais plus. Oui, oui, c'est ça, la Qui te pâtée pour permet d'aller chat, ouais. chercher ton chat, enfin, et des trucs comme ça. Et puis ça raconte une histoire. Tout à fait, ouais. Et ce que j'aime, moi, ce que j'aime dans les jeux, qui soient pour enfants, mais bon, même dans les jeux que je joue moi, enfin, surtout dans les jeux que je joue moi, c'est qu'il y a quand même une forme de cohérence naturelle entre le thème et la mécanique, parce que ça facilite l'apprentissage du jeu, ça facilite la rétention de règles et ce genre de choses, et que ça provoque des émotions, ou que ça crée enfin, une histoire, pas au sens narratif, mais on se souvient de moments de partie. Et Super Miaou, ça provoque ça, de nouveau, chez des enfants de 6 ans. Et pour un jeu jeunesse, c'est ce qu'il faut. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir des gamins qui, terminant la partie, on leur dit, bon, ben maintenant on range, parce que papa et maman ont fini de prendre l'apéro, et vous allez rentrer. Ah, mais non, je voudrais encore en faire une. Ben, je voudrais encore en faire une. C'est un message magique, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a tellement un saut au plafond quand tu arrives à piocher la bonne main. Et puis, oui, dans la thématique, il y a un bel effort. Donc, les cartes sont en plastique et pour les mélanger, il y a ce geste de la machine à laver, comme tu le disais. Donc, comme les mains des petits sont pas assez grandes pour mélanger les cartes, ils vont vraiment les faire tourner sur la table comme dans une machine à laver. Donc, il y a plein de bonnes idées, y compris d'un point de vue édition. Les illustrations sont toutes choupies. Voilà. On va avancer vers le jeu expert, on change de catégorie. Et là, on a, comme tu disais, le Château Blanc, auquel tu n'as pas eu l'occasion de jouer. Donc, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne. C'est un jeu qui me rend assez sceptique. Je vois ce qu'il a d'intéressant sur le court terme parce qu'il propose une expérience extrêmement condensée où on n'a que 9 actions à faire sur la partie et donc on doit vraiment calculer leur efficacité et pousser les combos au maximum et la rentabilité de chaque action, etc. C'est intéressant parce que du coup les parties vont être très denses et durer au final à 2 joueurs 45 minutes. Donc ça c'est chouette, mais ça lui fait aussi une certaine limite et moi je pense que c'est un jeu qui va s'essouffler sur le long terme.
Je pense que c'est un jeu qui a eu des retours dithyrambiques des gens qui en ont fait 2-3 parties. Mais moi, j'approche déjà des 4-5 et je sens déjà mon enthousiasme se diminuer un petit peu. Donc voilà, maintenant je peux comprendre qu'il se retrouve dans la sélection parce que c'est une belle proposition éditoriale. La boîte est pleine à craquer, les illustrations sont assez élégantes. C'est une espèce de porte d'entrée aussi dans le jeu expert, comme c'est bien le faire Yellow dans cette collection-là. Donc voilà. Je sais pas si de loin, toi, tu en vois quelque chose, tu as quelque chose à en dire. Ah, mais je l'avais noté dans les produits ludiques à tester, parce qu'il y avait ce rapport contenu, prix, porte d'entrée, Tout à fait. euh, les notions d'expert et tout. Enfin, on peut en discuter parce que le monde du jeu s'accroche à cette notion-là d'une certaine façon. Autant dire que pour le grand public et pour les médias, ça ne veut rien dire. Au contraire, moi j'aime bien éviter le mot expert. Et mettre des mots comme joueur régulier, joueur passionné, C'est ça. pour montrer que je peux parler à du grand public Dark Nova, parce que ils peuvent être intéressés, ils joueront mal, mais ils y joueront, ils accepteront le sacrifice de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à table, face à ce genre de choses. Je trouve que Château Blanc a au moins, sur le papier en tout cas, ce résumé de jeux de transition, donc de jeux experts As d'or, hein, puisque Ouais, moi je vois pas non plus l'As d'or comme un prix, mais comme un label, tout une à sorte fait. de voilà, je rentre en magasin, mes enfants jouent souvent, mon neveu, ma femme, mon mari, j'ai envie de faire un cadeau, mais je sais pas trop. Bah voilà, c'est une passerelle vers la suite. Et j'aurais la même critique pour Château Blanc de ce que j'en entends euh, que j'aurais pour un Darwin's Journey qui arrive aussi dans la sélection. Ce qui me gêne dans les jeux experts, c'est qu'énormément de jeux experts sont des jeux très mécaniques. Oui, oh bah là, c'est complètement le cas. Voilà, sont des jeux pensés par des ingénieurs pour des informaticiens et qui sont maîtrisés par des comptables. Alors, c'est un peu cliché ce que je dis, je suis désolé, mais et je trouve que ce sont des jeux aussi qui impliquent certaines façons de jouer. À mon avis, une famille qui a abandonné les colons de Catane, les aventuriers du rail, qui a envie de jouer à quelque chose d'un peu plus corsé, va s'y retrouver dans Château Blanc. Et l'usure des 4, 5, 6 parties, ils l'auront pas, parce que ce sera distillé sur l'année, et ils le verront pas, ils auront juste un jeu où ils se souviendront d'une sorte d'état de tension, parce qu'il y a que 9 actions, et ils auront des coups d'éclat quand le tour fait des combos pas possibles, et ils auront des grandes déceptions quand y a rien qui sort. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. En soi, c'est pour ça que je trouve que finalement ça fait un bon candidat, même si je suis sceptique sur mon appréciation personnelle de joueurs experts slash passionnés qui jouent de manière très régulière, etc. C'est vrai que si on veut l'entrevoir comme une porte d'entrée, bah c'est une bonne idée parce qu'effectivement, oui, tu vas y passer moins de temps que d'autres jeux autour de la table, et c'est là où Darwin's Journey, il y a peut-être un écart, on est sur un palier supérieur parce que le jeu est plus punitif. On peut dire de Château Blanc qu'il est punitif dans le sens où t'as pas beaucoup d'actions et que si t'en rates une, tu passes à côté de quelque chose, mais en même temps le jeu est plus satisfaisant. Tu es rarement bloqué, si t'as un tour à vide, tu poses un dé dans une zone particulière, tu récupères des ressources. À Darwin's Journée, la gestion de l'argent pour le placement d'ouvriers est très tendue. Le jeu est beaucoup plus long. Dans les configurations hautes, il va être très 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 tendu. Je pense qu'une famille qui y voit un label et qui se dit ah on va acheter ce jeu, en plus du fait de la thématique, on se dit ah ça va être sympa, on va faire de l'exploration, etc. Non, là aussi, j'ai beau adorer Simone Luciani et Nestor Mangon, ils sont complètement dans un jeu assez froid où la mécanique est assez prédominante. Voilà, je ne sais pas si tu y vois la même lecture, mais Bah, exactement. Enfin, moi, j'ai eu de très mauvaises expériences sur Darwin Journey, puisque j'ai découvert le jeu 2 fois avec 2 gros joueurs experts, comme on dirait, qui ont roulé sur les parties. Ce qui m'a inquiété, c'est que ce sont 2 joueurs qui ne jouaient pas ensemble, qui n'ont jamais joué à Darwin Journey ensemble, et pourtant ils ont joué de la même façon tous les deux.
Donc je me dis, est-ce qu'on n'est pas de nouveau dans ces jeux qui sont tellement bien pensés mécaniquement, qu'ils sont très scriptés, et donc fonctionnent très bien avec des gens qui connaissent déjà les scripts. Mais ici, j'ai l'impression que la présence de Darwin Journey, qui est plus un jeu diamant d'or, Ouais. figure dans l'as d'or, parce que c'est aussi une façon de dire, en termes d'existence de label, ben voilà, le jeu, ça peut pousser jusque-là. C'est pas le plus extrême. Ils auraient mis Voidfall, j'aurais été très inquiet. Là, vraiment. Ou même Nucleum, reste... hein. Nucleum, qui est Oh, aussi oui, oui. un Luciani, qui est peut-être d'un poids relativement similaire, mais qui est beaucoup plus austère, parce que il est moins lisible, l'édition est moins réussie, il est un petit peu plus cryptique en première partie. Darwin, effectivement, on peut au moins lui reconnaître ça, mais ça peut être aussi un défaut, hein, un aspect scripté comme tu le disais, c'est que on voit vite où on doit aller. On doit faire de l'exploration, on doit déposer des choses au musée. Donc le thème, même s'il n'est pas très incarné, nous donne en tout cas des indices sur les stratégies gagnantes. Et puis la mécanique centrale, celle d'amélioration des ouvriers, nous dit aussi que c'est fort et il va falloir faire ça. Donc oui, je pense effectivement, si on veut prendre de la hauteur et analyser un peu la sélection, qu'il y a un côté... et regardez, nous aussi on peut prendre des jeux qui sont labellisés Diamant d'Or, effectivement sans aller jusqu'au Voidfall, mais pour moi la sélection de La Familia est aussi un pied de nez aux détracteurs de l'As d'Or qui disent « Oh, de toute façon, c'est du jeu light, etc. » Et puis là, on parlait des jeux qui racontent une histoire, ben là, on est complètement dedans. On est dans ce jeu extrêmement particulier, en 2 contre 2, avec une ambiance très forte, où on va y passer 3-4 heures, on est la mafia, on s'envoie des voitures piégées sur la tronche, et je pense que c'est une sélection qu'on doit au militantisme de Penelope Gaming, qui a vraiment adoré le jeu et qui a rejoint le jury cette année. À mon avis, elle a dû pas mal insister pour que le jeu s'y retrouve, et c'est un jeu qu'on n'aurait pas vu, je pense, à l'As d'Or Expert il y a quelques années. Alors, ça m'a surpris, parce que j'en discutais avec GameStef, là aussi, vous pouvez aller suivre sa chaîne Bouillon Ludique, quelques semaines avant, et il disait « Ah, La Familia, ce serait chouette ». Je dis bah, un jeu qui doit se jouer obligatoirement à 4, c'est une prise de risque pour un label comme l'As d'Or. Mais ils l'ont fait, donc bravo. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment Pénélope. Je me demande si c'est pas plutôt la signature de Vincent de Dienne. Ah, peut-être aussi, ouais. Voilà, qui est un gros joueur expert et qui aime ce profil de jeu d'après les échos que j'ai. Mais La Familia, coup de génie. Pour moi, c'est ça le jeu de société expert. C'est-à-dire que certes, il y a une mécanique solide, certes, il y a un jeu solide, ça nécessite un minimum d'investissement. Mais on y vit des choses. Pour moi, il y a 2 jeux extraordinaires sortis cette année. La Familia et c'est Hégémonie. Ah, Hégémonie, oui, d'accord. Oui. Ouais, ce sont des jeux qui... Enfin, moi, après une partie, je rentre chez moi, je dors, j'en rêve. Oui, je comprends Ouais, bien. parce que c'est marquant. Et par exemple, hier, je jouais avec mes copains du jeudi. Eux, durant la semaine, avaient joué avec d'autres amis, des couples et tout. Ils ont joué... à La Familia, enfin 2 groupes très différents, de nouveau, ils n'ont pas joué ensemble. Et hier, on a eu du mal à lancer la partie qu'on allait jouer d'un autre jeu, parce que chacun racontait ce qu'il avait vécu pendant la semaine sur une partie de La Familia. Donc raconter ça, moi, ça me renvoie... ah oui, cette partie de diplomatie, tous ces jeux qui, à un moment, racontent quelque chose, font vivre quelque chose, amènent des gens à claquer des portes. Voilà. Et pour moi, c'est un jeu extraordinaire, vraiment. De là à le labelliser, enfin, pour le journaliste, je sais que j'ai suffisamment d'éléments de storytelling pour en parler. Alors après, le jeu est cher, hein, c'est plus 85 balles ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vrai qu'avec un label, je ne suis pas convaincu que tu mettes ça dans tous les magasins de jeux et que Madame Michu rentre en disant « Oh, mes enfants ont l'habitude de jouer à des trucs compliqués. » Voilà. Ouais, bah moi je suis pas toujours à l'aise dans l'exercice des pronostics, mais je pense que la sélection était déjà une belle étape. Je le vois pas pour autant remporter. Je pense que ça serait peut-être aller un peu loin dans le délire, mais on verra bien. L'avenir nous le dira. Mais effectivement, c'est une sélection ambitieuse et qui est là, elle aussi, je pense, pour apporter un message fort. Et c'est
probablement le message le plus fort des ambitieuse jeux. et cohérente. Parce que je trouve que certaines années, comme tu le disais précédemment, sélection expert de l'As-d'Or, c'est toujours très étrange. Ici, les joueurs experts, des différents types de joueurs dits experts, s'y retrouvent. Oui, ils plébiscitent Il y a probablement la famille. voilà, il y a probablement des joueurs qui disent oui, mais moi, des trucs trop compliqués à la Darwin, je ne m'y retrouve pas. Mais ils ont un château blanc. Ceux qui disent moi, ce que je veux, c'est de l'interaction, du conflit. Je veux pas de l'Eurogame froid. Ils en ont. Ceux qui sont plutôt Eurogame, ils ont un Darwin. Enfin, et je trouve que cette proposition est très intéressante facialement et très cohérente. On est d'accord. Alors on passe à la catégorie de l'entre-deux-chaises, hein, l'initié, des jeux accessibles mais pas trop, compliqués mais pas trop. C'est toujours difficile de voir ce qu'ils vont foutre là-dedans. Alors Soit 580 jeux parmi les 600 testés. c'est ça. Ouais. Donc c'est une catégorie qui, on le rappelle, est arrivée il y a 2 ans avec Living Forest comme premier lauréat. Living Forest, ouais. Alors, on a là aussi des propositions assez différentes, probablement à nouveau dans cette idée de représenter le marché tel qu'il est actuellement et sa diversité, en fait, une diversité de propositions. Je vais aller plus vite sur le détail des jeux, mais en gros, on a un jeu de pli, parce que c'est un petit peu la mode du jeu de pli et qu'on en voit fleurir de plus en plus, autant chez des éditeurs grand public comme Yellow, Matago, et donc là on a Cat in the Box qui est retenu, autant chez des éditeurs plus étrangers comme les japonais avec la folie Nokosu Dice, Aeson, etc. On a un jeu narratif solo, Elia et l'éclat de la montagne, donc qui a ce look de jeu enfant mais qui n'en est pas un. Donc moi j'y ai pas joué, toi non plus, donc on n'aura pas grand chose à dire là-dessus, mais on sait que c'est un jeu narratif qui utilise le deck building et qui a, quand on avance dans le scénario, une thématique assez forte, un côté émotionnel assez développé, un jeu à campagne, hein, comme on en voit fleurir de plus en plus. Et puis Faraway, le petit jeu de cartes malin, tout juste un poil trop retors, un poil trop difficile à appréhender en première partie pour se retrouver dans l'As d'or tout public, mais qui est aussi voilà le symbole de dire on peut faire un jeu de cartes qui se joue en 15-20 minutes et avoir quand même le cerveau qui fume, qui est aussi une tendance éditoriale qu'on voit de plus en plus. Donc voilà, si on doit prendre un pas de recul sur l'initié, je trouve que là aussi, comme le jeu expert, il représente bien la diversité du marché actuel. Je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est mon problème avec le jeu initié, c'est que je trouve qu'il représente la diversité du marché et en même temps, je me rends compte qu'au fil des ans, en tout cas, bon, alors l'expérience c'est que 2 années, c'est la catégorie sur laquelle je n'arrive pas à communiquer dans de la presse généraliste. Ouais, je comprends. Parce que ça veut rien dire pour les gens initiés. Et comme il n'y a pas de cohérence interne, si ce n'est un écho du marché, c'est vraiment bizarre. Alors, ce qui m'a rassuré cette année, c'est que je trouve que les jeux sont moins, je vais pas dire expérimentalo, barrés, étranges que l'année passée, par exemple, hein, entre un Challenger, Alice is Missing et Turing Machine. Ici, il y a peut-être encore moyen de communiquer. Enfin, il y a quand même un rapport. Enfin, il y a des cartes, il y a des éléments comme ça qui sont présents, mais ça reste très étrange. Et cette catégorie, même si elle est un peu plus cohérente cette année, il m'aurait soudainement annoncé qu'en initié, il mettait 3 autres jeux, un jeu de figurines, un jeu de rôle et je sais pas quoi d'autre. J'aurais fait ah ouais, ok, ça marche aussi parce qu'il y a de nouveau sur le marché un intérêt pour ceci ou cela. Ils auraient mis leur canin en jeu de cartes, enfin, à collectionner un TCG, donc pourquoi pas. Enfin, donc voilà, C'est un peu fourre-tout, quoi. Voilà. J'ai l'impression que cette catégorie est née pour répondre à un ensemble de critiques qui étaient que dans le temps, le jeu expert était cette catégorie fourre-tout et que maintenant, comme on l'a dit précédemment, le jeu expert a une vraie cohérence.
Et donc, ça devient la catégorie fourre-tout. Et de mon point de vue, en tout cas professionnel, je préférerais à la limite avoir une autre catégorie, genre que ce soit une catégorie peut-être fluctuante d'année en année en fonction du marché. Donc cette année, ça aurait été l'As d'or jeu à deux, et puis l'année d'après, ce serait l'As d'or narratif, hein, une espèce de truc qui symbolise le marché, parce que je sais pas trop quoi dire. Donc, et là, j'y ai pas joué, donc je connais pas. Les échos que j'ai eus ne m'ont pas donné envie d'y jouer, parce que tout le monde m'en parle en me disant je ne peux rien dire, parce qu'autrement je déflore. Ok, voilà, ça ne peut rien dire, c'est étrange. J'ai passé beaucoup de temps sur Cat in the Box, que je trouve vraiment passionnant et intéressant. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà, entre autres parce que dans les jeux de pli, moi je suis nul, je retiens pas les cartes, j'ai le cerveau accaparé Oui, par là autre c'est chose. pratique. C'est toi qui choisis. Et voilà, et là c'est pratique, voilà. Et Faraway, c'est à la fois pas du tout innovant et totalement innovant. Enfin, ça a aussi un côté comme ça, et ça marche bien, et je suis totalement nul, mais je le sors et les gens aiment bien y jouer. Donc, ok, voilà, bah, c'est un peu le prix bonus. Il y avait des choix de jeu, on avait envie de les mettre, on vous les met, et puis s'il y en a plus, je vous le mets quand même. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais difficile de s'exprimer. Par contre, je sais que par exemple, Cat in the Box, j'en ai parlé en télé, en presse écrite. Far Away, j'en ai parlé en télé, en presse écrite. Donc, ce sont des jeux qui individuellement sont porteurs d'un storytelling et peuvent rentrer dans les chaumières. Ouais, ils ont C'est un bien. pitch Mais quoi. le fait d'avoir, voilà, le fait d'avoir un label initié comme ça, il va y avoir un gagnant sur les trois. Ok, on aurait mis Mindbug, j'aurais trouvé ça génial aussi. On Oui, aurait tout mis, à enfin fait. voilà, Ok, et on va terminer logiquement avec l'As d'or jeu de l'année, donc le jeu tout public, le jeu qui fait jouer tout le monde. Et là, on avait une espèce d'incontournable qui se trouvait dans beaucoup de pronostics, c'est Trio, donc le running gag de Cocktail Games qui est nommé pour la 10e fois et qui n'a pour l'instant jamais emporté le prix. Est-ce que ça va être la bonne cette fois-ci, voilà, donc Trio, ce petit jeu de cartes qui allie la mémoire, le bluff et qui est pensé pour qu'on passe un bon moment autour de la table. On a le jeu du propre aveu de ces deux auteurs taillé pour l'As d'or, hein, sur les traces de Darwin. Ça a été l'obsession de Mathieu Verdier, que moi je connais un peu, pendant 1 à 2 années de travail sur le jeu, c'est-à-dire je veux faire le jeu familial parfait, le jeu qui est vraiment pensé, taillé pour l'As d'or, qui a la stature pour potentiellement l'emporter. Bah, le pari est déjà en partie réussi puisqu'il est sélectionné. C'est un jeu, moi, auquel j'ai joué 2-3 parties. Dans mon cercle, il y a Mounir, Fragment de Page, qui l'aime beaucoup. Moi, je trouve ça, certes, très efficace, mais ça me fait pas rêver, quoi. Mais peut-être que ça plaira aux familles. Et puis, une forme de surprise, je trouve, mais qui se comprend, encore une fois, si on veut représenter l'ensemble du marché et avoir un jeu de plateau avec Darwin, un jeu de cartes avec Trio et un jeu de mots, c'est Perfect Words. Donc cette espèce de mot fléché coopératif auquel j'ai joué aussi quelques parties, notamment chez Yoel de First Player. J'ai passé un bon moment. Est-ce que j'ai envie de le retenir comme le jeu familial de l'année ? Je suis pas convaincu. Donc moi, cette sélection, si je prends du recul, je la comprends très bien, je la trouve solide, représentative, etc. Mais vraiment, en tant que joueur, les 3 jeux m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour le dire vulgairement, parce que je l'ai pas encore dit, mais Trio, c'est un jeu qui chez moi, je vais pas dire qu'il a fait flop, mais par rapport à tous ceux qui y ont joué des parties et des parties, qui en ont fait 50, 100 avec tout le monde, etc. Moi, il s'est pas imposé chez moi, quoi. J'en ai fait 6, 7, on a passé un bon moment, et puis il est resté dans mon étagère. Voilà. Est-ce que c'est le côté mémoire qui rebute ? Est-ce que c'est le fait que des petits jeux pour faire jouer tout le monde, en vrai, il y en a beaucoup ?
Euh, donc voilà, je comprends la sélection, mais j'ai pas de favori. Ça m'enthousiasme pas plus que ça. Alors, moi, lorsque les nommés ont été connus, bon, j'ai félicité les différents membres du jury que je connais pour la cohérence globale et je trouvais qu'ils avaient fait vraiment un bon boulot. Mais chaque fois, je mettais comme note, à l'exception de l'infâme Perfectuous. Bah ouais. Chez moi, ça a été un four. J'ai fait 4 parties, 4 groupes différents et systématiquement un four pour une raison de, je dirais, décalage entre le jeu et les intentions. Hmm. Toutes les personnes que j'avais autour de la table, alors CSP+, universitaire, journaliste, psychologue, enfin voilà, s'attendent quand on leur propose un jeu de mots à avoir du Just One, du Codenames, et donc sont dans un certain état d'esprit. Ouais. Et arrive cette première phase de création de grilles de mots croisés, et il y a du downtime, Ouais, et les mort. gens se regardent, et ils savent pas, et puis il y a de la frustration, parce que tu tentes de mettre des trucs, et puis il y a un pote qui met un machin en plus, et tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est pas un machin créé sur l'excitation de la découverte. Hein. Just One, c'est ça. Ricochet, par exemple, sur des jeux d'association d'idées un Ouais, il peu y a une étranges et excitation de tout. la découverte, mais elle arrive très tard en fait, et tu t'es déjà un peu Voilà. endormi, quoi. Voilà. Et le truc arrive en, en deuxième effet qui se coule, pour prendre une expression de très vieille personne. Et, et là, autour de la table, tu vois que tout le monde est déjà un peu bof, tu sais pas trop. Enfin, et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je dis bon, bah, tant pis. Les 2 autres jeux, alors tu disais qu'il y avait un incontournable trio, il y avait 2 incontournables, parce qu'au moment où Darwin sort, tout le monde dit Acropolis 2, enfin, donc quand Darwin arrive, tout le monde fait OK, Acropolis 2, c'est le jeu profilé As-d'or. Donc on sait qu'il y a déjà cette case utilisée. On attend le suivant. Trio, mais j'avais eu l'occasion de le tester en journée professionnelle et tout le monde était super excité. Enfin, tu voyais que c'était des jeux euh, qui étaient taillés pour rencontrer le grand public, enfin dans leur catégorie, les cartes d'un côté, le jeu de plateau de l'autre. Et alors, ce sont des jeux qui, pour moi, ont les qualités et les défauts d'autres jeux qui sont sortis cette année. Je pense à un Kites, par exemple. Ce sont des jeux, je les ai beaucoup joués. Je dois être plus d'une quinzaine, vingtaine de parties. Euh, mais toujours avec des groupes différents et toujours dans de la découverte. Oui. Je vais vous faire découvrir un jeu. Et les gens sont contents. Ils disent, oh ouais, c'est chouette, oh, je vais l'offrir à ma soeur, oh, je vais l'acheter et tout. Mais je ne sais pas si sur la longueur, ils tiennent vraiment. Si tu te lasses pas Mais en même temps, euh, toi, t'as joué toutes de... ces parties, et toi, est-ce que tu t'en es lassé ou pas? Moi, je suis pas un vrai joueur dans ces moments-là. Oui, Tu vois, ouais. tu prends, t'as 3 ados qui sont là, t'as des collègues, enfin, j'ai des collègues journalistes, assistantes de prod ou autres, qui ne jouent jamais. C'est ça, tu prends Le plaisir à leur jeu, faire ouais, découvrir. Voilà. voilà. Et donc, le plaisir, c'est de les voir jouer, d'être ensemble. Parfois, c'est même des parties un peu guidées. Ils disent, ouais, tu sais que si tu fais ça, ah ouais, machin, un truc. Alors, il est évident qu'un trio est beaucoup plus facile d'accès, mais tu vois aussi qu'avec un Darwin, euh, ça donne envie d'aller plus loin. Les gens disent, ah oui, moi, j'aime pas le jeu parce qu'à la maison, mon père m'obligeait à jouer je sais pas, aux Aventuriers du Rail, à Catan, enfin, prenons des grands classiques, à Carcassonne. Et j'aimais pas. Mais ici, c'est bien. Enfin, et donc, je dis, le pari est réussi. Ce sont des jeux qui ont ce profil super. J'en ai parlé presse écrite, j'en ai parlé télé. Sur le plateau, la réaction est positive de la part des collègues. Je leur prête le jeu après, ils ont envie d'essayer. Mais est-ce que ce sont des jeux qui vont durer et qui à l'usage procurent le même plaisir? J'avoue que ça, j'en sais rien. Mais je pense que même les membres du jury ne le savent pas. Hein. Bah ouais, après, c'est peut-être ça. Hormis Marie Giordana qui a joué 285 parties d'affilée de trio, je pense que tout le monde, en tout cas dans nos positions à nous,
On essaye de pousser le jeu autant que faire se peut avec des joueurs différents, des configurations un peu différentes et autres. Voilà. Trio, je sais que je m'amuse plus dans les parties en équipe. Voilà. Oui, Et oui, tous tout à les fait. joueurs experts, entre guillemets, te diront ah, c'est mieux dans les parties en équipe. Mais par contre, avec ma mère, c'est plus marrant. Enfin, le jeu normal, basique, parce que de toute façon, elle se souvient plus des cartes, elle redemande le même truc pour la 15e fois, et c'est là-dessus qu'on se marre. Mais est-ce qu'elle s'est vraiment amusée? Alors oui, elle s'est amusée cette partie-là, mais est-ce qu'elle pourra encore s'amuser 3 ou 4 fois? Ou au contraire, si chaque fois on se fout d'elle parce qu'elle se souvient pas qu'elle a déjà demandé le 12, ça va pas la lasser. Je ne sais pas. Mais je trouve que les jeux sont très bien profilés pour rencontrer un public qui veut s'intéresser aux jeux, qui a 2 jeux dans sa ludothèque, voilà, tu le sors, tu t'ennuies pas. Mais je pense que c'est ça le rôle de l'As d'or, hein, c'est d'avoir cette activité passerelle, tremplin vers le jeu. Et pour ça, c'est des bons choix. À part Perfect Worlds, encore une fois, parce que effectivement, si tu veux des jeux de mots, il y en a des beaucoup mieux, il y en a des plus fun. Et dans le côté épiphanie de la découverte, ben moi, tu citais Kites, moi j'adore Kites, j'adore effectivement le faire découvrir. J'y rejoue peu de moi-même, mais j'en ai fait tout de même quelque chose. Donc moi je l'ai acheté à Essen de l'an dernier, et j'ai dépassé la trentaine de parties. J'ai toujours pas joué avec les cartes avancées, et j'y prends toujours du plaisir. Donc moi j'aurais bien mis un Kites plutôt qu'un Perfect Worlds. Ou alors The Number, mais ça c'est un autre débat, Michel. Ah, j'ai perdu la connexion, je ne sais plus qui êtes-vous. Donc voilà un peu pour ce qu'on avait à dire de cette sélection de l'As d'or. On le disait, une sélection cohérente, à l'exception de quelques titres, solide, représentative du marché, plutôt fine. Et après, voilà, comme tu le disais, ça reste un label, ça reste un exercice auquel il faut pas accorder trop d'importance et péter un plomb parce que son jeu favori n'est pas dedans, etc. Il nous dit quelque chose du monde du jeu en 2024, de ses tendances, des porte-étendards qui sont les siens, et c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Donc moi, c'est pour ça que l'exercice des pronostics ou de soutenir un favori ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, prendre un pas de recul sur la sélection et se dire « Ok, voilà les 12 jeux qu'on a retenus comme représentatifs de ce qu'était le jeu de société dans ces différentes catégories en 2024, voilà à quoi ça ressemble. » Ben là, je trouve qu'on a un bon portrait. Et c'est vrai qu'on peut féliciter le jury pour ça. On est d'accord. Moi, cette année, j'étais content lorsque les 12 noms, les 12 titres ont été dévoilés, parce que je me suis dit, OK, pour le boulot, cette année, c'est crème. Déjà, j'ai déjà parlé du 3/4 des titres, donc c'est déjà fait. Et donc, si j'en reparle ou si je les évoque, il peut encore y avoir un écho chez mes collègues journalistes, chez des téléspectateurs, des lectrices ou autres. Parce que ça intéresse, j'imagine, dans le monde des médias. Voilà, je dis, c'est super. L'As d'or, moi, c'est ce que j'attends de vous. C'est ça. C'est cette labellisation en disant, bon, bah, la radiographie du monde du jeu, ce sont des valeurs sûres, 2024, c'est ça, boum. Et pour les médias généralistes, j'espère que cette cohérence, effectivement, portera ses fruits et que des France Inter, France Culture ou autres commenceront à connaître et à identifier le jeu, ou à reconnaître et identifier le jeu comme un produit culturel comme un autre, et en parleront de façon normale et naturelle, non pas seulement le jeu, les ventes, le Monopoly, le Skype, voilà. Ok, bah merci pour ton analyse, Michel. On espère que ta demande sera entendue. On se retrouve bientôt, que ça soit sur la chaîne ou en podcast, pour commenter l'actualité du monde du jeu, pour aussi parler de vieilleries. Toi, on te retrouve sur la RTBF notamment ? Oui, bah, sur la RTBF en matinale télé dans le 6-8, généralement le lundi.
dans les pages de Femmes d'aujourd'hui, sur les différents réseaux. Il est partout. En commentaire grotesque sur YouTube, sur quelques chaînes Twitch, voilà. Je suis un peu partout. Super, on va suivre ça avec attention. À bientôt sur Rue du Jeu. Ciao. À bientôt.